Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un peu de réduction quand on est face à une matrice par bloc. Voilà. Et la plus célèbre des matrices par bloc, célèbre non triviale, on va dire, c'est celle-ci. On prend A, une matrice dans GLN de C. Bon, on est sur C, hein. Et là, je vais prendre GLN. On verra à un moment pourquoi GLN est important, mais pour le début, on pourrait commencer par MN, hein. Mais on prend A, une matrice donc, de GLN de C, et B, la matrice par bloc, 0, la matrice identité ici, on met A ici et 0 là, qui, peut-être vous en êtes pas directement convaincu, mais vous allez l'être bientôt, appartient à GL2N de C. Bien. La question, c'est donc finalement, en gros, c'est réduction de B, en fonction de la réduction de A, vous avez 3 heures. Quoi. Ah bah, voilà l'idée. Donc, peut-on déterminer les éléments de réduction de B en fonction de ceux de A? Alors, si vous voulez des précisions, est-ce qu'on peut calculer qui B en fonction de qui A? Est-ce qu'on peut calculer mu B en fonction de mu A? Si on connaît les polynômes invariants de similitude, est-ce qu'on peut calculer ceux de B en fonction de ceux de A? La diagonalisabilité, est-ce que, à partir du moment où A est diagonalisable, est-ce que B est diagonalisable? Est-ce qu'on peut donner ses valeurs propres, etc. Les classes de similitude, plus généralement, d'accord? Est-ce que la classe de similitude de A détermine la classe de similitude de B? Alors, pour ces dernières questions, il nous faut A dans GLN. Après, pour les premières, non. Voilà. Pourquoi cette matrice est intéressante? Oui, elle prend naissance le jour où on a voulu prendre la racine de moins 1, d'accord? Et que c'était interdit par la faculté. Vous voyez, là, vous prenez A égale moins 1, qui est dans GL1 de C, vous reconnaîtrez, même GL1 de R, puisque quand on a voulu prendre la racine de moins 1, C n'était pas inventé. Et donc, ça vous donne pour B, 0, 1, moins 1, 0. Et effectivement, c'est ça qui fait apparaître I, dans le sens que c'est une matrice qui est semblable à la matrice diagonale donnée par I et moins I. Et vous voyez déjà que si on avait pris pour A 0, là on aurait eu 0 là, eh bien on serait parti de quelque chose de diagonalisable, puisque 0, oui, c'est diagonal, hein, tout est diagonal en dimension 1. Et là, on serait tombé sur quelque chose de non diagonalisable. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit problème hein, quand on prend quelque chose de non inversible. C'est pour ça que je prends quelque chose d'inversible ici. Voilà. Bon allez, c'est parti. On va regarder qui est mu. Ça, normalement, c'est assez rapide. Ça reste instructif quand même. Alors, un petit peu de calcul par bloc, puisqu'il faut calculer un polynôme caractéristique d'une matrice donnée par bloc. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu quelques techniques. Ici, donc, vous avez ceci pour B. Donc, quand vous allez chercher le polynôme caractéristique, je prends le polynôme caractéristique unitaire. Donc, j'oppose B. Donc, ici, on a les moins. Et là, j'ai xin, xin. Bon, alors, on pourrait se dire, je vais prendre ça comme pivot. Mais si je prends ça comme pivot, je vais éliminer ça et ça, si vous voulez. Je vais avoir une matrice antidiagonale dont il va falloir prendre le déterminant. Bon, il y a le déterminant de Laplace qui nous permet de faire ça, mais si on n'a pas le déterminant de Laplace, alors vaut mieux faire autrement. Regardez, ici vous avez... d'accord, c'est des polynômes, mais les polynômes en x, ça se plonge dans les fractions rationnelles en x. Donc j'ai le droit de parler de x moins 1, je suis dans les fractions rationnelles. C'est-à-dire que ici, je vais prendre comme pivot lui, d'accord? Comme ça, j'aurai à la fin une matrice triangulaire par bloc, ici, hein, donc je prends comme pivot lui, mais pour l'éliminer, je suis obligé ici d'avoir x fois, disons, moins xin. Donc, pour faire apparaître ce xin, je vais multiplier chaque ligne, alors de la n plus unième ligne à la 2n-ième ligne, d'accord? Donc, toutes ces lignes-là, je les multiplie toutes par x, bon, comme le déterminant est linéaire,
n lignes, disons ici 2n linéaires, eh bien, je compense ici en multipliant par x-1, d'accord? Et autant de fois que j'ai multiplié de lignes, parce que c'est linéaire en chaque ligne, d'accord? Donc, là, comme il y avait n lignes, j'ai mis x moins n, ce qui m'a permis de multiplier par x ici, et il apparaît x2 ici. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir utiliser les combinaisons linéaires, donc je vais remplacer cette colonne par celle-ci plus celle-ci, et je fais apparaître mon 0 ici. Voilà. Maintenant, je peux prendre le déterminant par bloc. Hein, vous voyez, c'est des petits exercices sur le calcul par bloc, c'est sympa. Donc ici, le déterminant de ça, c'est le déterminant de ça fois le déterminant de ça. Le déterminant de xin, eh bien, c'est x puissance n, évidemment, hein, c'est le déterminant d'une homothétie, finalement, de taille n. Et donc, il va y avoir élimination, évidemment. Et le déterminant de ça, bah, c'est tout simplement, vous reconnaissez, le polynôme caractéristique de A, mais appliqué à x2. Voilà. Donc, c'est qui a de x2. Voilà. Alors, entre parenthèses, vous voyez que c'est un polynôme dont les racines sont exactement les racines carrées avec multiplicité, hein, des valeurs propres de A. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. Donc, entre autres, si A est dans GLN, ça veut dire que les valeurs propres sont non nulles, donc B est dans GLN, puisque les racines de non nulles, ça reste non nul, les racines carrées de non nulles. Voilà. Bon, donc ça nous dit des choses, ça nous dit même quelque chose d'intéressant, c'est que si A est à valeur propre simple, d'accord, bon, ce qui peut arriver, eh bien B est aussi à valeur propre simple, parce que chaque valeur propre, comme elle est non nulle, elle va donner lieu à 2 racines carrées. Donc si une valeur propre est lambda, ben, ça va donner lieu à 2 racines carrées, mu et moins mu, voilà, où mu2 est égal à lambda, qui sont distinctes aussi. Et si les lambda sont distincts entre eux, ben les mu sont distincts entre eux, puisque leur carré fait lambda. Donc, vous voyez que déjà, on a une situation où A est diagonalisable, une situation, c'est pas la situation générale, mais on a une situation où A est diagonalisable et où B est diagonalisable, puisque il y a des valeurs propres simples. Voilà, ça peut peut-être prendre de l'avance là-dessus. Maintenant, on va regarder le polynôme minimal. Alors, le polynôme minimal, bah, on commence à se douter de ce qui va se passer. C'est que le polynôme minimal de B, ça va être le polynôme minimal de A, appliqué aussi en x2. Bah oui. D'ailleurs, vous voyez, hein, ici, le polynôme caractéristique, bah, bon, d'abord, le polynôme caractéristique de moins 1, ah tiens, ça, il faut le savoir, bah, c'est x plus 1. C'est un polynôme unitaire de degré 1, qui a pour racine, évidemment, moins 1 par Cayley-Hamilton. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre à part x plus 1? Bien. Et ici, bah, le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est évidemment x2 plus 1. Vous voyez? On retrouve ça. Et le polynôme minimal, bah, c'est aussi, ici c'est x plus 1, et ici, évidemment, c'est x2 plus 1 aussi. Il ne peut pas y avoir plus petit, puisque c'est un irréductible, x2 plus 1 sur R. Sur R, hein, attention, parce qu'on a une matrice réelle. Bien, alors, on se doute, tout ça pour dire qu'on se doute que le polynôme minimal, ça va être mu A de x2. Alors, allons-y. Regardez comment je fais. Encore une fois, c'est du calcul par bloc. Là, l'intérêt ici, je trouve que c'est de faire du calcul par bloc. Alors déjà, regardez, si vous prenez x2 et vous l'appliquez à B, bah, ça fait B2 par définition. Et quand vous mettez ça au carré, ça fait A. A. Voilà. Ça peut se voir en faisant un petit calcul par bloc, mais ça peut se voir peut-être plus géométriquement, un petit peu plus géométriquement, on va dire. On a 2 sous-espaces ici et ici de dimension n. On va les appeler F et G. Et F bah, va s'envoyer sur G. Ça va être l'identité en quelque sorte. On va avoir le même vecteur. Et ici, G s'envoie sur F par A. Donc, quand on le fait 2 fois, bah, ça veut dire que F s'envoie sur G et s'envoie sur F.
et G s'envoie sur F qui s'envoie sur G. Donc on va avoir F qui s'envoie sur F et G s'envoie sur G. Et à chaque fois, ça va faire A, parce qu'à chaque fois, on va multiplier A par l'identité ou l'identité par A. Donc ça, ce truc-là, on va dire que ça peut se faire par le calcul, mais il y a une certaine logique, hein, un peu géométrique à ça. Voilà. Bref, x2 de B, c'est ça. Bon. Donc, plus généralement, si je prends un polynôme en x2, que j'appelle P0, qui est un polynôme en x2, et ben P0 de B2, forcément, ça va être P0 de cette matrice-là. Donc, ça va être P0 de A, 0, 0, P0 de A. Ce qui me donne l'envie, quand je prends un polynôme quelconque, de décomposer ce polynôme en une partie paire et une partie impaire. La partie avec que les degrés pairs, je peux l'écrire P0 de x2. La partie avec que les degrés impairs, je peux mettre x en facteur du coup, et j'ai un polynôme pair que j'appelle P1 de x2. Donc ça va être la partie impaire. Bien. Donc maintenant, si je veux calculer B, P1 de B2, puisque c'est ça on va l'avoir en B, et il faut avoir ça en B aussi, eh bien, je vais avoir B fois cette matrice-là, mais en remplaçant P0 par P1. Bien. Donc, quand je vais multiplier ça par ça, vous voyez bien que ça va me donner 0, P1 de A, P1 de A et 0. C'est presque évident. Donc, maintenant, quand je vais prendre la somme des deux, je vais avoir que P de B, c'est P0 de A, P1 de A, P1 de A, P0 de A. Voilà. Donc, ce petit calcul par bloc étant fait, je vais démontrer que mu B est égal à mu A de x2, toujours pareil, par double divisibilité, puisque les polynômes minimaux ont des propriétés arithmétiques, c'est des propriétés de divisibilité. Donc quand on veut montrer une égalité, on le montre généralement par double divisibilité, on se sert de l'arithmétique des polynômes. Donc ici, pourquoi mu B divise mu A de x2 ? Il suffit de montrer que mu A de x2 annule B. Oui, si on prend mu A de B2, d'accord ? Eh bien, d'après cette formule, ça fait mu de A. Ici, on a mu A de A. Mu A de A. Donc ici, ça fait 0, 0, 0, 0. Donc, ça fait bien la matrice nulle. Donc, ça, c'est assez évident. Maintenant, pourquoi mu A de x2 divise mu B ? Ça, c'est pas très difficile. Regardez, on va prendre mu B. Il annule B. D'accord ? C'est le polynôme minimal de B. Donc, si je remplace P par mu B ici, j'ai des zéros partout ici. Donc, entre autres, j'ai mu B0 de A, je mets le 0 ici, mu B0 de A qui est égal à 0. Et, d'après ceci, ce que je vois là, mu B1 de A est égal à 0. Et maintenant, par définition du polynôme minimal de A, mu A divise mu B0 et il divise mu B1. Donc ça veut dire que mu A de x2 divise mu B0 de x2 plus x mu B1 de x2, mais ça par définition, c'est mu B. Donc on a la divisibilité inverse. Donc ça nous fait, déjà, le polynôme caractéristique, le polynôme minimal. On a envie de dire, pour ceux qui connaissent, que tous les polynômes invariants de similitude de B, ce sont les polynômes invariants de similitude de A appliqués en x2. Et si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, on peut continuer. On va regarder la diagonalisabilité. Alors maintenant qu'on a le polynôme minimal de B, on va pouvoir analyser la diagonalisabilité de B en fonction de celle de A. C'est assez simple. D'abord, on sait que le critère de diagonalisabilité par les polynômes minimaux, c'est qu'une matrice est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé simple. On est sur C, donc scindé n'est pas un problème. Simple maintenant, regardez. Quand on a un polynôme P, donc il est scindé sur C, forcément, avec des multiplicités ici, a priori. Eh bien, quand je vais regarder P de x2, ici je vais avoir x2 moins lambda.
vous savez que x2 moins lambda, ça fait x moins mu, facteur de x plus mu, où mu, c'est une racine carrée de lambda. Donc ici, vous allez avoir, donc je vais appeler mu indice lambda un représentant d'une racine carrée de lambda. Donc j'ai mu lambda carré égale lambda. Et ici, je vais avoir cette décomposition-là. Ce qui va faire que, comme les lambdas sont tous non nuls, d'accord, ça c'est toujours important parce que on va prendre pour P le polynôme minimal, donc les lambdas c'est les valeurs propres de A, et donc ici on suppose que les lambdas sont tous non nuls d'après ça. Alors ici je vais avoir les mu lambda ici distincts, moins mu lambda va être distinct de mu lambda, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc vous voyez bien que ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où les lambdas sont non nuls, si P est scindé simple, ça veut dire si les n lambda sont égaux à 1, alors ici, on va avoir 1 et 1 ici, mais comme ils seront distincts, bien, ce sera bien scindé simple, on ne pourra pas les regrouper, quelque sorte. Et maintenant, réciproquement, bah, évidemment, si là c'est scindé simple, avec cette symétrie, parce que c'est un P de x2, alors P est aussi scindé simple, bon, c'est assez clair. Donc maintenant, bilan des courses, A est diagonalisable si et seulement si, critère de diagonalisabilité, mu A est scindé simple, si et seulement si mu B est scindé simple, puisque mu B c'est mu A de x carré, d'après ce qu'on vient de voir, si et seulement si, donc B est diagonalisable. Donc en fait, non seulement on a le fait que B est diagonalisable quand A l'est, mais on a la réciproque en même temps qui n'est pas plus chère. Voilà, maintenant on peut aller un petit peu plus loin et voir même qu'on peut trouver les matrices de passage. Si on connaît la matrice de passage pour A, alors on connaît la matrice de passage, on connaît des matrices de passage pour B. Regardez. Je vous explique, bon, pour pas... Bon, voilà, en fait, on a une matrice de passage, ici, pour la diagonalisabilité, et je vais donner cette matrice de passage pour B. Bon, je pourrais la parachuter, je ne vais pas le faire, je vais expliquer un petit peu comment je l'ai obtenu. Quand je vais chercher les vecteurs propres, bx égale mu x, où mu c'est une racine carrée de lambda, où lambda est vecteur propre de A, évidemment, je vais naturellement décomposer mon vecteur de C2n en deux vecteurs de Cn, x1 et x2, donc vecteur colonne, et donc ce que je veux, c'est cette équation-là, avec des mu x1 et mu x2, ici. Mais maintenant, ça va me donner ax2 égale mu x1 et x1 égale mu x2 quand je développe. Bon. Donc, par substitution, j'ai ax2 égale mu2 x2. Donc ça y est, je sais qui est x2. x2, c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Lambda, c'est mu2, hein, de A. Donc j'ai x2 ici, et je mets mu x2 pour x1 d'après cette égalité. Voilà. Donc ça veut dire que les vecteurs propres, ils vont être sur la matrice de passage, ici, qui va envoyer vers la matrice diagonale. Donc je vais réécrire toute ma matrice de passage, puisque je réécris tous les x2 comme ça en colonne. Et là, je vais multiplier par mu, mais pour des mu différents, c'est-à-dire, comme je multiplie par mu chaque colonne, ça veut dire que je multiplie à droite, c'est important que ce soit à droite, par delta. Et comme c'est valable pour mu et moins mu, que je sépare les mu et moins mu, je vais mettre mes représentants mu ici à gauche, et l'opposé de mes représentants, d'accord, parce que j'ai dit que je prenais un représentant d'une racine carrée de lambda pour chaque lambda. Ici, je vais avoir mes représentants à droite. Donc, voici comment j'ai construit ma matrice P tilde. Alors, pareil, faites du calcul par bloc, et vous allez voir que P tilde moins 1, vous pouvez le faire en résolvant une équation, c'est assez simple, hein. P tilde moins 1, c'est 1 demi de delta moins 1, alors attention, hein, ça ne commute pas delta et P, hein. Delta moins 1, P moins 1, moins delta moins 1, P moins 1, P-1, P-1, voilà. Et quand vous allez faire le calcul de ça, tout naturellement, vous allez avoir delta, 0, 0, moins delta.
Et c'est normal, c'est ce calcul, il n'y a pas de surprise, quoi. À partir du moment où on a fait ce calcul, tout le reste est assez logique. Voilà. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et voir que la classe de similitude, même si, on a fait le cas diagonalisable, maintenant si A n'est pas diagonalisable, eh bien on va voir que la classe de similitude de B est complètement déterminée par la classe de similitude de A. Mais pour ce volet-là, il va falloir admettre la décomposition de Jordan, l'unicité de la décomposition de Jordan. Alors là, on attaque une partie un peu borderline parce qu'il faut les invariants de similitude. Et ça, les invariants de similitude, on les a pas systématiquement, que ce soit en prépa et même à la grecque. Mais culturellement, on sait que quand on est sur, encore algébriquement clos, quand on est sur C, on a les blocs de Jordan. Hein. Donc on va s'attaquer à ces blocs de Jordan. Avant tout, je fais une remarque, c'est que ce que j'ai fait ici pour D, grand D, et avec delta 2 égale D, hein, d'accord, la matrice diagonale des racines des lambda, eh bien, je peux le faire pour n'importe quelle matrice, c'est-à-dire que les formules que j'ai obtenues marchent tout le temps, quel que soit le nom que j'ai donné. C'est-à-dire, si j'ai P-1 A, P est égal à une matrice que j'appelle J, au lieu de D, et que j'ai K2 égale J, avec une matrice que j'appelle K au lieu de delta, eh bien, j'écris ma matrice de passage P tilde ici comme ceci, dont je trouve l'inverse exactement comme tout à l'heure, ça change rien, hein, c'est que les noms qui changent, hein, et je vais avoir P tilde moins 1 B, avec B, je vous rappelle c'est ça, fois P tilde, ça va nous donner la matrice K0, 0, moins K. Voilà. Et ça va me permettre d'avoir le théorème suivant. On suppose que A, c'est donné par les matrices de Jordan, d'accord ? Donc, on va avoir les tailles des blocs n lambda i, parce que pour un lambda donné, on va avoir plein de blocs, a priori. Pour lambda, donc Jn de lambda, hein, pour moi, c'est la diagonale de lambda avec une surdiagonale de 1 et des zéros partout ailleurs. Bien. Donc, j'ai ma classe de similitude, hein, c'est mon invariant total, en quelque sorte, c'est ma classe de similitude qui est complètement donnée par la suite des blocs de Jordan. Ordonnée, tout ça. Et maintenant, je vais obtenir directement la suite des blocs de Jordan, de B. Alors, ça va être les mêmes tailles pour un lambda donné, hein, d'accord ? Pour un lambda donné, je vais avoir les mêmes tailles de blocs de Jordan que j'avais pour A, mais cette fois-ci, au lieu que sur la diagonale j'ai des lambda, évidemment j'ai les valeurs propres, donc j'ai les mu lambda. Je vous rappelle que mu lambda, c'est un représentant d'une racine carrée de lambda, donc mu lambda est moins mu lambda, donc il va y avoir dédoublement ici. Alors, voilà, et ça caractérise donc la classe de similitude de B, grâce à la classe de similitude de A, évidemment. La preuve. Alors la preuve, je vais quand même sortir un petit joker d'une vidéo que j'avais faite précédemment. Mais regardez, je prends Jn de lambda, c'est finalement, je peux mettre lambda en facteur, parce que lambda est non nul. Toujours A inversible. Hein. Donc lambda, c'est... donc Jn de lambda, c'est lambda in plus 1 sur lambda n, où n, c'est ça. Hein, d'accord ? Donc, pas de souci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le... Bon, n comme nilpotent, hein, ça c'est ce qu'on appelle le bloc nilpotent indécomposable. Et c'est aussi la matrice de Jordan. C'est aussi une matrice de Jordan, mais en 0. C'est Jn de 0. Bien. Alors maintenant, je vais rappeler la chose suivante. Si je regarde ici le développement limité de racine de 1 plus x quand x est dans un voisinage de 0, je vais jusqu'à l'ordre n-1, d'accord ? Eh bien, j'ai ici un polynôme, bon, de degré n-1, plus petit o de x puissance n-1. Voilà. Eh bien, aussi curieusement que ça puisse paraître, ce petit x, je peux le remplacer par un grand X, et comme il n'y a pas de petit o de grand X c'est une indéterminée, ça ne voudrait rien dire algébriquement un petit o,
Ici, je vais avoir quelque chose qui est divisible. Ce petit taux de xn-1 va me dire que je vais avoir quelque chose qui est divisible par un polynôme qui est divisible par grand X puissance n. Donc qui annule grand N. Ça, vous pouvez le voir sur une vidéo. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en fait, regarder la racine carrée de identité plus un nilpotent. Bon, là, le nilpotent ici, c'est 1 sur lambda n. En gros, regardez ce que je fais. Je pose kn de mu égale mu, donc mu c'est mu carré vaut lambda, hein, mu Rn-1, c'est ce polynôme-là, de 1 sur lambda n. Et ben, quand je vais le mettre au carré, ben, je vais avoir mu 2, donc lambda, et là je vais avoir ça au carré, mais comme ça va être racine de identité plus 1 sur lambda n, quand je vais le mettre au carré, ça va faire identité plus 1 sur lambda n. Donc voilà, j'obtiens ça, c'est-à-dire mon Jn de lambda ici. Donc maintenant, si on pense par bloc, regardez, on a construit grâce à ça, on va construire par bloc de Jordan des cas comme ceci, et on va avoir ici une matrice de passage P, parce que A est semblable à ceci, d'accord? Ça va être notre matrice J. On va avoir une matrice de passage, puisqu'elles sont semblables. Maintenant, je construis K par bloc grâce à mes polynômes ici, R indice n-1, quand n, c'est les n lambda i. Et je vais avoir, sur chaque bloc diagonal, une égalité ici, donc je vais avoir globalement K2 égale J. Donc si je veux démontrer ça, d'après mon résultat qui est là, il suffit que je démontre que Kn de mu, c'est semblable à Jn de mu, pour pouvoir raccrocher mes wagons ici. Alors là, eh bien, pour tout n, ben oui, Kn de mu est semblable à Jn de mu. Pourquoi? En fait, on s'en fiche de mu, il suffit de démontrer que Kn de 1 est semblable à Jn de 1, parce que le fait de multiplier par mu, ça c'est indolore. Bien, c'est compatible avec la similitude. Donc, je veux démontrer ça. Et regardez, j'affirme que si j'ai in plus m au carré égale à in plus n, donc j'ai remplacé 1 sur lambda n par n ici, hein, avec n semblable à Jn de 0, donc c'est cette matrice-là, n va être, mais là c'est juste semblable à Jn de 0, ici, alors m est aussi semblable à Jn de 0. Comme ça, j'aurai bien in plus m semblable à in plus n, puisque m est semblable à n, le fait d'ajouter in, ça change rien. Donc il suffit que je démontre ceci. Mais regardez, qu'est-ce qui caractérise la classe de similitude de Jn de 0? D'abord, c'est une nilpotente, d'accord? Mais Jn de 0, c'est le seul bloc de Jordan, d'après le théorème de Jordan, c'est le seul bloc de Jordan qui soit d'indice n. Voilà. Donc si j'arrive à montrer, parce que ça c'est d'indice n, et tous les autres blocs de Jordan possibles qui sont plus petits seront d'indice strictement plus petits. Donc, regardez, pour montrer que m est semblable à Jn de 0, j'ai m nilpotent évidemment, hein, ça reste nilpotent, c'est une somme de nilpotents qui commute. Eh bien, il suffit que je montre que m est d'indice exactement le même que n, c'est-à-dire petit n. Eh bien, regardez, je développe ici, ça me fait 2m plus m2 égale n. Okay, bon, en simplifiant par n. Je mets en facteur 2m, oulala, j'ai oublié ici de diviser par 2, voilà, est égal à n. Mais maintenant, comme m est nilpotente, in plus m sur 2, m sur 2 est nilpotente, donc ça c'est inversible, parce que comme ça c'est nilpotent, les valeurs propres c'est 0, et donc
les valeurs propres de ça, quand on ajoute IN qui commute, ben, les valeurs propres, c'est que des 1. Donc ça, c'est inversible. Et maintenant, j'ai 2 puissance k, n puissance k, IN plus m sur 2 puissance k égale n puissance k. J'ai fait ça. Donc maintenant, bah, si ça c'est 0, eh bien ça c'est 0. Donc je peux diviser par 2 puissance k, je peux diviser par ça parce que ça c'est inversible. Donc ça veut dire que n puissance k est nul si et seulement si m puissance k est nul. Et donc n et m ont même indice de nilpotence. Là, je dois mettre 1 sur 2. Et donc, finalement, comme le nilpotence maximale, en tout cas, détermine la classe de similitude, donc on va avoir une détermination de la classe de similitude de ça. Et donc, pour chaque bloc, ça va être valable. Et ça veut dire que B est complètement déterminé ici. Et ça, c'est assez facile de voir que les polynômes invariants de similitude, ben, ça va être exactement ce qu'on pense, c'est-à-dire que c'est les polynômes, ceux de B, hein, c'est les polynômes invariants de similitude de A appliqués à x2. Voilà. Alors, bon, il y a eu une partie qui concernait classe prépa. Après, il y a une autre partie qui est plutôt agrègue, j'avoue. Mais ça tombe souvent aux écrits de l'agrègue, ce genre de considération, les équations matricielles, comme ceci, c'est assez classique. Voilà, on a dignement désossé cette matrice B. Voilà, on peut en être fier.